Et des investissements à promouvoir, le président Macky Sall a déjà mobilisé plus de 110 milliards de francs CFA pour atteindre le taux de couverture globale en 2025, à temps révélé. Et puis CFE, certificat d'études, fin d'études élémentaires, les épreuves se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire national. Nous ferons le point à Dakar, Tambacounda et Ziguinchor. Le Pelé Savage, une relation viscérale avec des anecdotes, des croyances et une bonne dose d'affection, tout sur un lien mythique qui se développe de génération en génération. Touche pas à mon bétail, sauf pour le consulter. C'est le slogan que partagent tous les éleveurs de Matam à Kaffrine. Ramadan, la faim change-t-elle les humeurs à l'approche de la rupture du jeûne? Que d'attitude colérique, surtout quand les embouteillages viennent plomber votre morale. Heure pour heure, à quel appel se fier pour prendre son dogu ou le rud? Dans le reportage du jour de Aramdao, on s'intéresse à ces différents appels des muezzins à Dakar. À suivre également la chronique Ramadan de Seydina Alun Diko. Bonsoir à tous. 3 nouveaux diplomates ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République. Il s'agit des ambassadeurs de la République de Corée, du nonce apostolique et de l'ambassadeur de la République de France. Ils débutent officiellement leur mission diplomatique au Sénégal. Pape Birambi-Gagnaï. Le Sénégal accueille 3 nouveaux diplomates, des ambassadeurs accrédités à Dakar, qui viennent au palais de la République pour présenter leur lettre de créance qui marque le début officiel de leur mission dans notre pays. Ainsi, le ballet diplomatique commence avec l'ambassadeur de la République de Corée. Kim Hyo est diplômé en sciences politiques et relations internationales de l'université Yonsei de Séoul. Une formation qui lui permet de débuter sa carrière de diplomate en 1992 au ministère coréen des Affaires étrangères, où elle a occupé une position stratégique qui va la propulser à la mission permanente de la République de Corée aux Nations Unies en qualité de 2e secrétaire. Kim Hyo a occupé de hautes fonctions dans la sphère diplomatique de son pays, dans les secteurs de l'environnement, des échanges économiques et de la sécurité. Depuis 2013, elle a occupé le poste de directeur des stratégies de l'Institut international de l'environnement de Séoul. À sa suite, c'est le nouvel ambassadeur du nonce apostolique qui fait son arrivée au palais de la République. C'est un grand honneur pour moi. Monseigneur Michael Banach a été ordonné prêtre le 2 juillet 1988. Il est docteur en droit canonique et dès 1994, il se met au service de la diplomatie pontificale. Il a occupé des postes stratégiques au sein des nonciatures apostoliques en Bolivie, au Nigeria et dont la section relations internationales avec les États. En 2013, il a été nommé archevêque titulaire de Memphis et nonce apostolique. Avec ce titre, il a été en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Salomon. C'est le nouvel ambassadeur de France à Dakar qui met fin au ballet diplomatique. Christophe Bigot succède ainsi à Jean-Félix Soupaganon. Il est conseiller des affaires étrangères hors classe et diplômé de l'ENA de Paris en 1992. Christophe Bigot a occupé le poste de premier secrétaire à l'ambassade de France à Beyrouth après avoir travaillé à l'administration centrale Afrique du Nord et Moyen-Orient de 1992 à 1994. Il a aussi été aux affaires à la mission française auprès des Nations Unies et à Tel Aviv. Depuis 2013, il est directeur de la stratégie au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, rattaché directement au ministère français de la Défense. C'était son dernier poste avant de venir à Dakar. Ainsi s'achève le ballet diplomatique au palais de la République sous les honneurs de la garde présidentielle. Le président de la République a reçu hier à dîner 4 anciens chefs d'État africains, d'éminentes personnalités qui ont dirigé dans le passé le Nigeria, la Tanzanie, l'île Maurice et le Mozambique. Le dîner a été une opportunité d'échange sur le développement du continent africain. Ils sont à Dakar pour le compte de la conférence sur le dividende démographique et le développement de l'Afrique à Boubacar Kane. Ils ont occupé les plus hautes fonctions dans leur pays. Ces anciens chefs d'État sont à Dakar pour les besoins du symposium sur le thème « Dividendes démographiques et développement de l'Afrique ». Gowon Yakubu du Nigeria
Zakaria Kikwete de la Tanzanie, Paul-Auguste Hoffmann de l'île Maurice et Armando Emilio du Mozambique se réjouissent de l'invitation du président Macky Sall. Ce dîner leur offre l'opportunité d'échanger sur les défis qui interpellent le continent. D'abord, je remercie le président de nous avoir reçus à dîner et nous avons beaucoup discuté des affaires du continent. Nous avons beaucoup parlé du continent africain. Aux côtés de ces anciens chefs d'État, l'émir du Nigeria, Yahya Abdul Malik, et le prix Nobel de la paix 2011, la libérienne Leïma Bowie. Tous partagent la même conviction: l'Afrique est une terre d'avenir, mais son développement ne peut être assuré que par ses propres fils. Nous, les anciens présidents, nous voulons aider le continent de réussir sur sa lancée, de créer des emplois. Il faut savoir que l'Afrique est le continent d'avenir. Il faut y croire. Nous y croyons. Mais vous, il faut croire à cela parce que c'est le continent d'avenir. C'est pas les États-Unis, c'est pas l'Europe, ça va être l'Afrique. Ces éminentes personnalités entendent partager leur expérience avec la nation, convaincus que la croissance économique ne peut résulter que de la force de travail des jeunes, la jeunesse qu'il faut donc placer au cœur de toute politique de développement du continent. Le président Macky Sall a déjà mobilisé plus de 110 milliards de francs CFA pour atteindre le taux de couverture globale d'électrification rurale en 2025. Actuellement, le niveau est satisfaisant puisqu'il va passer de 30% en 2016 pour être porté à 60% en 2017. Un conseil interministériel s'est tenu ce matin en présence du Premier ministre. Le gouvernement est également dans l'optique de promouvoir les investissements dans ce domaine. Cher Bambagay. Depuis 2012, l'électrification rurale au Sénégal a connu des bons importants. En fait, la question était un sacerdoce pour le président Macky Sall qui se préoccupait du sort des Sénégalais de l'intérieur, surtout ceux se trouvant dans les zones les plus reculées. On était alors à 30% de couverture. Aujourd'hui, il est à 60% et le président Macky Sall compte le porter à 100% en 2025. En termes concrets, de 1648 villages en 2012, le gouvernement a électrifié 2840 villages en 2016. Suffisant pour faire le point du bilan d'étape largement positif. En 2012, nous avions un nombre de villages électrifiés de l'ordre de 1648 villages. En 2015, nous en sommes à 2840. Donc, une progression de pratiquement 72% en valeur relative et de 1192 villages supplémentaires qui ont été électrifiés en 3 ans. Quand vous prenez la rubrique le nombre de ménages qui sont électrifiés, en 2012, nous étions à 170 000 ménages. Pour 2025, pour 2015, nous sommes à 216 000, soit une progression de 27%. Et globalement, le taux d'électrification en 2012 était de 24% et actuellement nous sommes à 31,5% avec l'objectif que j'ai indiqué tout à l'heure. Outre ces résultats élogieux, le chef de l'État est dans la dynamique d'accroître les investissements pour harmoniser production et distribution et construire des infrastructures adéquates. Telles sont les recommandations qui ont ainsi été formulées par le Premier ministre à l'occasion de ce conseil interministériel. Donc l'une des recommandations les plus importantes porte sur la stratégie, en plus du plan de production que la Sénélec devra présenter, et la stratégie et la mise en place d'un plan de transport en cohérence avec le système d'exploitation du gaz. Donc la mise en place d'infrastructures de transport est quelque chose de très stratégique. Deuxième élément important, au niveau de l'harmonisation ou de la mitigation du différentiel tarifaire, puisque vous le savez, il y a une différence en général entre les tarifs
du système des concessions et celui de l'électricité. Donc le Premier ministre a demandé au ministre en charge de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, en relation avec le ministère de l'économie et des finances, de trouver un modèle qui nous permette d'arriver à une harmonisation des tarifs, puisque c'est un facteur assez rédhibitoire pour certains qui, au-delà des installations qui sont en place, ne sont pas très prompts à aller s'abonner à l'électricité. Enfin, le chef du gouvernement qui présidait ce conseil interministériel a rappelé la parfaite compréhension que le président Macky Sall a pour satisfaire l'expression des besoins énergétiques, ce qui cadre résolument avec sa vision d'un Sénégal émergent. Et puis ce constat, d'année en année, le couvert végétal national diminue. Le sud et le sud-est du Sénégal sont aujourd'hui le dernier refuge de certaines espèces animales et végétales. Mais même ce refuge ne les met pas à l'abri de bandes organisées peu soucieuses de l'environnement. On abat des arbres qui ont mis beaucoup de temps à croître. On brade le bois et on recommence. Arrêtons cette saignée pour que la sève ne devienne pas des larmes. C'est une chronique signée Oumar Diawa. Le Sénégal n'est ni dans le bassin du Congo, encore moins celui de l'Amazone. Au contraire, c'est un pays sahélien où les paysages végétaux portent en eux les stigmates d'un climat proche du semi-aride et de la folle action humaine. N'étant nullement gâté par la nature, le bon sens dicte que l'on ne gâte pas les ressources que cette dame nous a chichement données. La dégradation des formations végétales se calque sur le recul des isoïètes migrant vers le sud depuis. Le long des cours d'eau et particulièrement de la vallée du fleuve Sénégal, les forêts-galeries au doux parfum de gonaquier en fleurs et de prairies alluviales ont disparu, ouvrant de grands couloirs aux alizés continentaux torrides. Les grandes savanes arborées du sud et du sud-est, assimilées à des zones préforestières, apparaissent comme le dernier refuge d'essence dangereusement convoité. Et même dans ces derniers retranchements, la flore subit les coups violents de haches de tronçonneuses faucheuses aux mains de délinquants qui n'ont cure d'un environnement au bord de la rupture d'équilibre. Les maudits bûcherons font le sale boulot de jour comme de nuit. À eux, coupables les poches pleines, aux populations victimes les misères d'un espace dévasté, stérilisé. L'audace de ces bandes organisées qui n'hésitent pas à en découdre avec les forces de sécurité a de quoi inquiéter. Un tel trafic, ne nous y trompons pas, ne peut prospérer que s'il y a une zone de repli externe, des connivences et des complicités internes. Certaines sont identifiées, d'autres restent à établir. Au rythme où va le pillage de nos maigres ressources naturelles, continuer à dire la verte Casamance relèvera bientôt d'un usage anachronique. Il est venu le temps d'arrêter la saignée et de reverdir les immenses étendues saccagées pour que la sève du Ven et du Caïcédra ne se transforme pas en larmes et en regrets d'un paradis à jamais perdu. Le premier opérateur à exploiter la 4G au Sénégal, c'est Sonatel. La société nationale obtient la licence en même temps que le renouvellement de sa concession. La Sonatel verse 100 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Face à la presse, le directeur général de la RTP a annoncé que les négociations avec les autres opérateurs se poursuivent. Tierno Armadouci, Louise Betta. Au Sénégal, la 4G arrive. À l'exploitation, un opérateur, Sonatel. Pour la RTP, la procédure a été pragmatique. Elle est intervenue au moment de renouveler la concession de la Sonatel. L'État empoche 100 milliards de francs CFA. En évitant deux procédures, le gouvernement du Sénégal et l'opérateur concerné ont décidé de mettre à profit le renouvellement de la concession de Sonatel pour introduire dans le périmètre de la concession l'exploitation de la 4G, car dans le cas d'espèce, il s'agit fondamentalement d'attribution de fréquences. Sonatel vient ainsi d'acquérir la 4G en payant 32 milliards pour obtenir 20 mégas. Le renouvellement de la concession de Sonatel que l'État du Sénégal vient de signer pour 17 ans et pour 68 milliards est marqué par l'introduction d'obligations de couverture, entre autres, dans son cahier des charges. 4G pour Sonatel, concession renouvelée, mais cahier de charges revu. L'Agence de régulation des télécommunications et des postes a pour credo de défendre les intérêts de l'État du Sénégal, mais aussi et surtout d'assurer aux Sénégalais des services télécommunications de qualité. Nous allons profiter pour remettre à plat l'ensemble des cahiers de charges des opérateurs pour introduire
une obligation de couverture aux 3 opérateurs. Face aux journalistes, le directeur général de la RTP a précisé que pour la 4G, la discussion se poursuit avec les autres opérateurs de téléphonie. L'exigence fixée à tous les opérateurs est désormais l'obligation de couverture. L'ambition pour la RTP est que le téléphone mobile arrive partout au Sénégal. Il va accompagner l'ambitieux programme du chef de l'État destiné aux localités en zone frontalière. Éducation, l'actualité ce mardi, c'est le démarrage de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e dans la région de Dakar. Les 58 025 candidats ont composé dans 245 centres répartis dans les 3 académies. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale a visité quelques centres pour constater le déroulement des épreuves. À l'issue de la tournée, le directeur des examens et concours rassure que tout se passe correctement. Pape Kolingom. École Wakamkan, El Hadj Mbaye Diop et Stella Maris, ces 3 centres d'examen de l'IF des Almadies ont reçu la visite des autorités académiques de Dakar en ce premier jour d'examen des certificats de fin d'études élémentaires et des concours d'entrée en 6e. Ici, les épreuves se déroulent correctement. La situation se présente très bien. Nous avons démarré à 7h30 la supervision au niveau des 18 centres. Les inspecteurs sont sur le terrain depuis. Pratiquement tous les centres ont été visités et la situation est normale. Il n'y a aucun problème spécifique à signaler, tout se passe très bien. Aussi bien dans la mise en place des épreuves que dans le démarrage. Donc ça, c'est le lieu, au nom de M. le ministre de l'Éducation nationale, qui nous a instruit de faire le tour aujourd'hui, de remercier l'ensemble des enseignants et des acteurs de l'éducation pour la synergie d'action qu'ils ont entreprise pour que ces examens-là puissent se dérouler dans d'excellentes conditions. Pour cette première journée, les épreuves ont démarré avec les disciplines de langue et communication écrite, des sujets que les potages jugent abordables. C'était vraiment facile et je crois que j'aurai mon examen. On a dit que je raconte un mariage, un baptême ou la fête de l'excellence. Et j'ai raconté le mariage de ma cousine. Ce n'est pas aussi difficile qu'on le pensait. On croyait que c'était dur, quoi. Mais ça va. Cette année, les autorités éducatives du niveau central comme déconcentrées ont mis en place un dispositif organisationnel particulier. L'accent est mis sur la rigueur, la prudence et l'anticipation des risques. Cette année, pour l'essentiel, toutes les informations recueillies montrent que les épreuves sont arrivées à temps, qu'il n'y a pas eu de difficultés. C'était lisible avec les innovations, l'élève fait tout sur place et tout s'est bien passé. Ça aussi, c'est un élément qui participe de la crédibilité et de la fiabilité d'un examen. Dans la région de Dakar, 58-25 candidats composent dans 245 centres d'examen. Un taux assez important d'absence a été noté, surtout chez les candidats libres. L'examen du CFA Kaolack à présent, les autorités assurent que tout se passe bien. Le constat est du préfet du département. Il était en tournée avec les acteurs du secteur de l'éducation dans certains centres de la commune. Le reportage de Claire Diop. Ce 21 juin, les candidats du CFEE de Kaolack, à l'instar des autres régions, se sont rendus dans les centres pour subir les épreuves dès 7h30 ce matin. Les autorités se sont rendues dans 3 établissements, école franco-arabe de Sam, école Mohamed Khalifa Niasse et l'Immaculée Conception de Léona, pour s'enquérir des conditions d'examen. Partout, des candidats en pleine concentration, des surveillances sur place et la sécurité des centres assurés. Même si des absences ont été notées, l'essentiel des candidats officiels ont répondu présents. Dans la commune, nous avons exactement 5412 candidats, dont 3005 filles. Nous avons, en termes de présence, 5254 présents. Donc 128 absents. Malgré 9 mois d'apprentissage ponctués par la recrudescence des grèves, beaucoup sont les potages qui restent confiants quant à leur avenir. Les épreuves sont bien parce qu'on a appris tout. Moi, je suis bien sûre que j'ai avoir mon diplôme. Bien, parce que les épreuves ne sont pas, parce que les épreuves sont bien.
Toutes les dispositions avaient été prises en amont pour un bon déroulement de l'examen. Même pour les candidats qui n'ont pas de pièce d'état civil, des solutions sont trouvées. Cette année, le gouvernement a mis en œuvre une opération qui nous permet cette année de pouvoir enrôler l'ensemble des élèves du CM2 qui ne disposent pas d'acte de naissance. Et ça, on l'a fait en concertation avec les responsables de l'éducation nationale, du ministère de l'Éducation. Nous avons pu donc transporter les épreuves et tous les chefs de centre accompagnés d'inspecteurs pour superviser. Et à l'heure actuelle, tous les superviseurs ont rendu compte. Pour l'essentiel, tout se déroule normalement. Les résultats du CFEE sont attendus au cours du mois d'août, tandis que ceux de l'entrée en 6e seront publiés en septembre. À Ziguinchor, ils sont 6214 candidats au CFE et à l'entrée en 6e. Les épreuves se sont déroulées normalement là-bas. Aussi, pas de problème d'extrait de naissance, Moussa Mané. École Saint-Sacrement, un des centres d'examen pour les candidats au CFE et à l'entrée en 6e. Ici, les élèves se penchent depuis 8 heures sur les épreuves. Cette année, ils sont 6214 dans le département de Ziguinchor. Malgré quelques perturbations notées durant l'année scolaire, les autorités de l'éducation et de la formation rassurent. Pour le moment, tout se passe bien. Les surveillants sont présents. Nous n'avons pas d'absents. Il y a aussi peu d'absents chez les élèves. Et vraiment, l'examen se déroule correctement. La visite que nous sommes en train de faire, nous la faisons en compagnie des représentants des différents syndicats présents à Ziguinchor, aussi avec les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves. Et donc je dis que vraiment à Ziguinchor, en tout cas tous les acteurs du système sont mobilisés pour que les examens se passent dans les meilleures conditions possibles. Du côté des autorités administratives, même son de cloche. Pas d'inquiétude. À l'issue de cette visite, nous éprouvons un sentiment de satisfaction dans la mesure où la sécurité est correctement assurée par les services compétents. Les surveillants sont présents et nous n'avons enregistré qu'une seule absence du côté des candidats. Et il s'agit d'une fille. Et les épreuves également se déroulent dans le calme et la sérénité. Et aussi, nous avons noté un démarrage des épreuves à 8 heures. À Ziguinchor, comme dans certaines localités, le problème des actes de naissance est un casse-tête pour les élèves. Un problème que l'IEF, en rapport avec le tribunal, a essayé de résoudre. Nous n'avons pas tellement ce problème parce que grâce à l'appui du préfet et du président du tribunal départemental, nous avons pu constituer des dossiers pour ces enfants-là. Ils ont des requêtes et donc ils ont été insérés dans les listes des candidats. Les élèves vont composer sur différentes épreuves telles que le français, histoire, géographie, SVT, dessin, entre autres. Ceci en vue de l'obtention du premier diplôme. 12 892, c'est le nombre de candidats au CFE dans la région de Tambacounda. Ils ont subi ce matin les premières épreuves de l'examen. Aucun candidat n'est rejeté pour défaut d'extrait de naissance. Abdoulaye Sikaï. Concentration maximale des candidats au CFE le premier jour de l'examen. Ils sont 12 892 dans toute la région contre 11 353 en 2015. Soit une hausse de plus de 1500 candidats. Sacrifiant une tradition, les autorités administratives et académiques ont fait le tour de quelques centres. Maintenant, la machine est bien huilée, comme à chaque fois, parce qu'au plan de la logistique, au plan de la gestion administrative, au plan de la sécurité, et aussi au plan aussi de la gestion des épreuves. Pour moi, vraiment, on ne nous a signalé quand même aucune difficulté majeure au niveau des centres d'examen de la commune de Tambacounda, chef-lieu de région. Et même aussi, j'imagine, dans les zones rurales aussi, c'est le même constat pour le moment, parce que nous sommes en train de suivre avec les préfets, avec les IF. Seulement, des absences sont à déplorer. Elles sont pour la plupart le fait de candidats libres. Peut-être n'ont pas pu mesurer à sa juste valeur la dimension de l'examen. Et bon, je pense que c'est une chose, bon, on va essayer de corriger et d'accentuer également la sensibilisation auprès des parents d'élèves pour minorer ces absences-là.
Cette année, aucun élève ne rate le CFE pour défaut de pièces d'état civil. Même ceux qui ne sont pas encore régularisés ont été autorisés à composer. Gestion des ordures ménagères. 6 collectivités locales ont reçu du matériel roulant afin d'améliorer le service dans leur commune. C'est le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire qui a procédé à la remise des clés, acte qui marque le prolongement d'une coopération entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg. Jean Dior. Des pick-up et des motos pour 6 communes, Matam, Podor, Richard Toll, Dagana, Louga et Darou-Mourti. Cet appui logistique d'un montant de 13 millions par zone va aider ces communes dans la collecte, l'évacuation et la gestion des ordures de leur localité. Ce volet entre dans le cadre du programme SEN 029 de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg. La finalité de ce programme-là, c'est de rendre nos villes et nos territoires propres. C'est d'avoir un système intégré, non seulement de collecte, de ramassage et d'enfouissement des ordures, mais c'est d'avoir aussi, à terme, un système de transformation des déchets des ordures ménagères et de valorisation des déchets des ordures ménagères. Grâce à ce programme, je dois dire qu'aujourd'hui à Podor, dans ma commune, nous fabriquons du biogaz. Dans ma commune, nous sommes en train de valoriser les déchets. Cette collaboration entre les deux pays vise la réduction de la pauvreté, mais aussi le développement durable des collectivités locales. En plus de cela, il y a 900 millions inscrits dans le BCI, dans le budget consulté d'investissement de mon ministère, 900 millions qui devront être distribués entre ces communes aujourd'hui bénéficiaires. Le choix des communes est un choix stratégique. Nous avons effectivement, dans le cadre de ce projet, sélectionné le Nord comme étant effectivement donc une zone pilote pour ce programme. Si ce programme-là est réussi à ce niveau, nous sommes toujours dans des perspectives d'élargissement. Mais le choix stratégique a été effectivement donc de retenir le Nord comme étant effectivement la zone d'expérience de cet important projet. Donc si vous avez remarqué, il n'y a que des communes effectivement du Nord qui ont reçu cet important matériel parce que le choix a été porté donc sur cette zone-là pour lancer ce programme. Ce programme SEN 029 est un moyen de valoriser et de renforcer l'acte 3 de la décentralisation. Les collectivités locales sont ainsi encouragées à mener l'une des missions les plus importantes, améliorer le cadre de vie des populations. Inauguration du centre d'expertise médicale du personnel aéronautique d'un coût de 300 millions de francs CFA. La structure a une vocation nationale et sous-régionale. Elle a vu le jour grâce à l'appui de la Banque mondiale et la collaboration entre le ministère des Forces armées, celui du tourisme et des transports aériens et l'ANACIM. Fantabachi. Un centre flambant neuf avec du matériel ultramoderne destiné au personnel de navigation aérienne. Logé à l'hôpital militaire de Ouakam, la structure vient alléger l'État du Sénégal, mais surtout le personnel aéronautique. Il était obligé d'aller jusqu'à l'étranger pour passer l'examen médical d'aptitude. Le centre est doté d'équipements de radiologie, de cardiologie, d'ophtalmologie, d'ORL et d'exploration fonctionnelle d'une valeur estimée à 300 millions de francs CFA. Sans aucun doute, ce centre permettra de crédibiliser davantage notre système d'aviation civile et sera un élément majeur de la stratégie de mise en œuvre du projet Hub aérien du programme Sénégal émergent initié par son Excellence M. le Président de la République, Macky Sall. C'est 300 millions de francs CFA. C'est une somme importante, mais je pense qu'elle nous permet d'économiser des milliards parce que si tout ce personnel devait aller à l'étranger, je pense que ce serait extrêmement coûteux et faisant des difficultés la disponibilité du personnel. Donc c'est un certain nombre de choses qui sont vraiment passées à la trappe. Le centre, qui a une vocation nationale et sous-régionale, a vu le jour grâce à la collaboration entre le ministère des Forces armées, celui du tourisme et des transports aériens et de l'ANACIM. Le projet, lancé il y a quelques années, a pu être réalisé avec l'appui de la Banque mondiale. Il est le premier centre d'expertise médicale du personnel de navigation aérienne en Afrique subsaharienne. Le démarrage des activités du SEMPA permettra à l'armée de l'air de soumettre son personnel navigant à la visite d'aptitude dans des conditions bien plus faciles que celles occasionnées par les déplacements à l'étranger. Nul doute que le chef d'état-major de l'armée de l'air saura tirer profit de cette nouvelle opportunité
pour gagner en disponibilité opérationnelle. Sa mise en service va contribuer au respect des engagements du Sénégal vis-à-vis de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'institution recommande aux États la mise en place d'un système d'évaluation de l'attitude médicale du personnel aéronautique de qualité qui réponde aux normes. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a publié sa deuxième revue annuelle. Il s'agit de partager les résultats enregistrés en 2015, les modalités de financement ainsi que les perspectives étaient également à l'ordre du jour. La publication de la revue sectorielle de la protection sociale est une exigence du gouvernement. Cette deuxième revue fait le point sur les acquis de l'année 2015. Nous avons la protection sociale, l'extension de la protection sociale dans le monde rural, dans le secteur informel. Nous avons aussi les enfants de 0 à 12 ans qui actuellement ont un bon suivi médico-social. Nous avons le minimum vieillesse, donc il y a le troisième âge qui est aujourd'hui pris en compte par la sécurité. Nous avons aussi des projets et des programmes pour la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Nous avons éventuellement aussi l'amélioration des conditions de travail des enfants avec l'accroissement des établissements qui aujourd'hui bénéficient de cantines scolaires. C'est une occasion d'analyser les contraintes et de revenir sur les modalités de financement du secteur de la protection sociale. Tout au début, nous avions fait des simulations qui allaient même au-delà de 200 milliards sur la période. Je pense que ça aussi, tout dépend maintenant des échéances et du calendrier d'exécution et évidemment des ambitions aussi du président de la République qui s'est engagé auprès des populations. La protection sociale érigée en secteur bénéficie également du soutien technique et financier de certains partenaires. Nous faisons aussi une intervention dans le cadre de suivi des conditionnalités liées à l'éducation et ça va porter un appui technique dans l'ensemble de programmes de bourse de sécurité familiale. Entre autres, on aussi coordonne les activités des différents partenaires techniques et financiers qui s'intéressent beaucoup à ce secteur. La protection sociale vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Des mesures correctives seront proposées pour mieux lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Nous ouvrons à présent la série sur l'élevage par Kaffrine, une région d'agriculture, mais surtout d'élevage. Elle enregistre toute une diversité d'espèces. Les éleveurs à la recherche de pâturage transitent là-bas plusieurs mois dans l'année à cause de l'espace pastoral important sur place. La prise en charge sanitaire du cheptel est correcte. Les potentialités restent importantes, mais que de problèmes à noter par ailleurs. Claire Diop. Kaffrine, à quelques kilomètres de Kaolack, nous sommes dans l'une des régions les plus rurales du Sénégal. Répartie en 4 départements, la zone est agro-silvo-pastorale par excellence avec des potentialités énormes encore sous-exploitées. L'espace pastoral est très vaste, un cheptel riche, varié et très adapté au milieu. Pour les bovins, on a environ 250 000 têtes de bovins. Et pour les petits ruminants, c'est-à-dire moutons et chèvres confondus, on a plus de 500 000 têtes. Pour les équidés, c'est-à-dire les ânes et les chevaux, là nous avons 85 000 têtes. Lors des derniers recensements, il en est ressorti que 91% des ménages ruraux pratiquent l'élevage. Vu l'enjeu, une prise en charge sanitaire adéquate s'impose et le gouvernement fait des efforts dans ce sens. En plus de la vaccination, de la campagne de vaccination donc, qui est annuelle, il y a aussi les infrastructures d'élevage. En ce qui concerne par exemple les parcs, on avait vraiment un déficit de parcs dans la région de Kaffrine. Mais depuis cette année, avec le projet Pazar Louma-Kaf, nous avons réceptionné au mois d'août passé donc 10 parcs dans la région de Kaffrine, donc répartis dans les 4 départements de la région. 10 autres parcs de ce même projet sont en cours de construction toujours à Kaffrine. Cela permettra d'assurer santé au cheptel, de valoriser le secteur. Autre ambition des autorités, autosuffire le Sénégal en moutons d'ici les prochaines années. Pour les acteurs sur le terrain, la mission est loin d'être impossible.
C'est bien possible. La compétence, l'expérience et les moyens sont déjà sur place. On parle d'autosuffisance, passer par l'élevage est plus rapide. Imaginez si vous achetez 100 maintenant, cela peut produire des moutons de Tabaski d'ici quelques mois. Les éleveurs avec 500 têtes de moutons peuvent multiplier rapidement le nombre jusqu'à 1000 voire 2000 moutons. L'importance de l'élevage dans une dynamique de développement, on n'est plus à les montrer. La bonne démarche est d'investir pour la modernisation du secteur. Il faut juste voir la chaîne de travail en commençant par l'éleveur, l'abatteur, le vendeur de la viande, celui qui vend la peau, le cordonnier qui l'utilise pour faire des chaussures. Et dans tout cela, l'éleveur est le parent pauvre. Il faut le valoriser. La région de Kaffrine accueille les éleveurs en transhumance avec leur bétail 8 mois sur 12. Ces derniers ne se plaignent pas. La zone reçoit beaucoup d'eau en période hivernale. Elle compte aussi beaucoup de forêts, donc beaucoup d'herbes. Mais aujourd'hui, un hic. L'espace pastoral est de plus en plus réduit à cause de l'agriculture qui s'y développe. Souvent, des conflits entre éleveurs et agriculteurs sont notés. Après Kaffrine, direction Matam, là-bas, l'élevage est l'une des principales sources de revenus des familles. L'enfant est initié très tôt à cette activité, c'est pourquoi il n'est pas rare de voir des bergers très jeunes s'occuper du cheptel familial. Notre reporter Oumou Kalsoum Sall est allé à la rencontre de 2 jeunes garçons qui sont chargés de la surveillance et de la conduite des troupeaux dans les lieux de pâturage. Au forage de Malandou, dans le département de Kanel, Oumar Diallo, 12 ans, amène ses animaux s'abreuver tous les matins. Le jeune berger a en sa charge une quarantaine de moutons et de chèvres. Très tôt le matin, je conduis les bêtes dans la forêt. Vers midi, je reviens au forage pour les abreuver. Après, je retourne dans la brousse jusqu'au coucher du soleil. C'est pas facile de marcher toute la journée en cette période de forte canicule. Dans cette zone sylvo-pastorale, l'enfant apprend très tôt à prendre soin du troupeau familial. Il a commencé à s'occuper du bétail à l'âge de 8 ans. Au début, il m'accompagnait, mais maintenant, il conduit lui-même les animaux. Un autre jeune berger rencontré nous assure que cette grande réserve où il divague chaque jour avec son cheptel n'a plus de secret pour lui. Je suis avec les bêtes toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. Je connais bien la brousse. Je ne me perds pas. J'amène juste une bouteille d'eau et un bâton. Jusqu'à maintenant, il n'a pas rencontré de difficultés dans le travail. C'est vrai que la brousse est vaste et il fait chaud, mais ça va. Moi-même, à son âge, je faisais le même travail. Dans le milieu Peul, l'activité se transmet de génération en génération. C'est un legs. Nos parents étaient des éleveurs. Ils nous ont initiés à l'activité. J'ai des enfants qui vont à l'école, mais lui, il m'aide à s'occuper du cheptel. Omar et Ifra ont tissé un lien familier avec leur troupeau. Par un geste ou un son qu'ils émettent, les bêtes comprennent très bien le message et exécutent le désir de leur maître. On les appelle les Gainako. Ils sont de la grande famille des éleveurs au Sénégal, dans le Fouta notamment. La relation qu'ils développent avec les vaches est loin d'être simplement anecdotique. C'est un amour viscéral qui ne se vendage pas selon la conjoncture autour de la vache. De l'affection, du mysticisme parfois et beaucoup de croyances. Nous sommes au cœur de nos cultures avec les Gainako et Fatou Diouf. Traire la vache, du bonheur pour cette famille d'éleveurs. Tradition oblige, il faut d'abord servir le bambado, le griot de naissance. Les 4 mamelles de la vache représentent les 4 points cardinaux. Une des mamelles est pour le veau, une autre pour le propriétaire, la 3e est pour l'hôte et la 4e pour le voisin. Celui qui respecte donc ça sera à l'abri
du besoin. La vache, mère nourricière du Peul, sa raison d'être. Sans elle, sa vie n'a pas de sens. Ce sont là deux êtres indissociables. Le Peul et la vache sont intimement liés. On ne peut pas voir l'un sans l'autre. Entre les deux, c'est une relation de protection, de sécurité et d'intérêt réciproque. Chacun sert l'autre.